est ravis de vous présenter ce webinaire en co-animation avec le REPOP Île-de-France. Donc nous sommes le DAC, le DAC 91, et je suis donc animateur territorial au sein du DAC. Et on a ma collègue, Madame S, qui est aussi présente et qui va co-animer ce webinaire. Donc on a, pour le découpage un petit peu de ce webinaire, on a une dizaine de minutes qui vont être allouées à la présentation du DAC, et ensuite on aura une transition vers la présentation du REPOP Île-de-France, ainsi que de son offre de formation. Alors le DAC. Le DAC en résumé, qu'est-ce que c'est? Le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé. On repose sur plusieurs principes fondamentaux qui font un petit peu notre ADN. Tout d'abord, le respect des droits de l'usager et de ses souhaits. Le patient reste acteur de son projet de vie. La gratuité des interventions, la neutralité dans l'orientation et l'appui, c'est-à-dire que nous, on ne va pas privilégier telle ou telle ressource existante sur le territoire, on va toujours orienter vers la ressource qui est la plus adaptée à la situation du patient. Et enfin, respect des missions des professionnels, on intervient en subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire à la place d'eux, on intervient en appui des professionnels qui sont déjà présents dans le cercle de soins. On intervient de deux façons, avec deux niveaux. Un niveau 1 qui est plutôt de l'information et de l'orientation vers les ressources du territoire, et un niveau 2 qui est dédié à l'accompagnement des parcours de santé individuels, dès lors qu'il y a une complexité dans le parcours de soins. Donc, ce qu'on va faire, on va mobiliser le cercle de soins, on va notamment pas mal travailler avec le médecin traitant, s'il y en a un dans la situation. Et l'idée, c'est de fluidifier un petit peu ce parcours, coordonner les actions et réaliser, si possible, une visite à domicile, si nécessaire. Ce qui permet d'avoir une vue de la situation à 360 degrés et de pouvoir orienter vers les ressources du territoire. Hop, et je laisse la diapo numéro 3 à ma collègue. Alors, le DAC, Donc, qui de la DAC fait les visites à domicile? Alors Eh souvent, ben, on va c'est... justement y venir Voilà, sur cette diapo. on va y venir. Faut pas nous spolier. Du coup, alors pourquoi le DAC? Alors c'est un dispositif d'appui à la coordination pour un parcours de santé qui présente une complexité. Alors c'est une complexité ressentie, hein, c'est pas quelle que soit la pathologie, quel que soit l'âge et quel que soit le lieu de vie. Ça peut être au domicile, en résidence autonomie, mais ça peut être aussi en établissement, en femme, en masse et en EHPAD. Voilà, ça peut être ça aussi sur les difficultés au final. Pour qui? Pour les professionnels de santé, du sanitaire et du médico-social, pour les patients ou les aidants et la famille, les proches bien sûr. Comment? Alors comment nous solliciter? Voilà, ça peut être des infirmières, des travailleurs sociaux qui interviennent de façon graduée. En fonction de la complexité de la situation, on va voir qui on va mettre sur cette situation. Donc effectivement, on peut mettre 2 référents. Chez nous, dans le DAC Sud Essonne, on met soit un référent infirmier et un référent travailleur social qui va pouvoir élaborer voilà, des visites à domicile, effectivement. On intervient en subsidiarité des ressources du territoire, effectivement, comme disait Anthony, on ne fait pas à la place d'eux, on va remettre sur le droit commun, en fait, ou interpeller les professionnels du secteur du patient pour pouvoir remettre le patient au cœur de sa prise en charge. En coopérant avec l'ensemble des professionnels du territoire, effectivement, les infirmières libéraux, les médecins traitants, les établissements, tous ceux qui sont en lien avec le patient, mais notamment, surtout le médecin traitant. Il nous faut l'accord du médecin traitant, en tout cas, que le médecin traitant veuille bien travailler avec nous, puisqu'on n'est pas prescripteur, ni le DAC Nord, ni le DAC Sud ne sont prescripteurs, on est là à l'aide à la prescription s'il faut, mais en tout cas, on ne fait pas de prescription. Dans le respect du projet de vie aussi du patient, en fonction de ses besoins, sa pathologie, son environnement et son domicile. Voilà, on intervient vraiment en complémentarité avec les professionnels pour avoir un appui. Je passe à la suivante, Élodie. Ah oui. Notre rôle au niveau de l'animation territoriale, donc on vous a indiqué tout à l'heure qu'il y avait 2 missions, enfin il y avait 2 niveaux et réellement il y a 3 niveaux. Le niveau 3, c'est l'animation territoriale que je porte notamment, et le but c'est de promouvoir l'action du DAC auprès des partenaires du territoire, des partenaires et des ressources, renforcer et développer les partenariats, participer et soutenir les initiatives et projets des acteurs. Donc ça va être typiquement participer, comme aujourd'hui, à des webinaires pour mettre en avant des dispositifs sur le territoire et pour qu'en fait il y ait une meilleure lisibilité de l'offre, de l'existant en fait, et surtout dans l'intérêt bien sûr du parcours patient.
favoriser l'interconnaissance des acteurs, diagnostic de l'offre de soins et observatoire du territoire. On a un rôle également au niveau de l'ARS qui est celui de faire remonter les difficultés qu'on peut retrouver sur le territoire et de les faire remonter au niveau de l'ARS pour pouvoir créer des groupes de travail et pouvoir solutionner un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer. Ça peut être des problématiques de transport bariatrique, par exemple. Et enfin, administration du portail maillage 91 et des réseaux sociaux. Le portail maillage, on va en parler juste après, mais ça va être tout ce qui va être un peu plus la politique de communication du DAC. Par rapport à Maillage 91, donc Maillage 91, c'est un portail à l'intention des professionnels de santé du territoire qui est coporté par le DAC Nord et le DAC Sud. Et on y retrouve quoi sur ce portail? Donc sur la partie gauche, on y retrouve un petit peu tout ce qui est actualité agenda. Dès lors qu'il y a un événement sur le territoire, un partenaire peut nous solliciter pour qu'on puisse diffuser en fait son actualité ou son événement. Et sur la partie droite de la diapo, on peut voir différents parcours aidants, Diogène, obésité, etc. Et le but, ça va être, nous, à notre échelle, de co-construire avec les partenaires des parcours pour faciliter la lisibilité des offres. Et donc, si on clique par exemple sur le parcours obésité, eh bien, on va avoir un petit peu tout l'existant, tous les repères que peuvent avoir les professionnels du territoire. Des fois, en tant que professionnel, on peut se sentir un peu démuni face à la multitude de dispositifs qu'il existe. Et donc, ces parcours-là permettent d'avoir une meilleure lisibilité sur ces situations. Et vous retrouvez en bas à gauche le lien du site également pour pouvoir vous connecter. Donc, le DAC, il y a 2 territoires, hein. Il y a le territoire Sud-Essonne et le Nord-Essonne. Donc, on se répare, c'est la répartition de 148 communes pour le Sud-Essonne et de 46 communes dans le Nord. Donc, on pourrait penser que c'est disproportionné, mais c'est condensé en haut, hein, sur les 46 communes du Nord. Et nous, on est un peu plus dans le rural aussi. Voilà. Donc, on a 2 numéros distincts. Mais de toute façon, même s'il y a une erreur de commune, on ne sait pas trop, le DAC Nord ou le DAC Sud oriente en fonction du dispositif, enfin, de la zone géographique. Donc, vous nous cédez sur un numéro, voilà, le DAC Nord, avec, on a, par exemple, pour le DAC Sud, on a un formulaire d'inclusion, le DAC Nord aussi, auquel vous pouvez le remplir en amont pour pouvoir donner des éléments pour les dossiers des patients. Ok. Ces dossiers, ils sont sur le site, sur vos sites? Oui. Les Formulaire, formulaires, oui. vous voulez dire? Oui. Les formulaires, oui. Et on peut vous les partager aussi. Hein. Okay. Et ces formulaires, ils sont à destination des professionnels de santé et aussi des patients, ou c'est que les professionnels de santé? Alors, nous, notre formulaire, effectivement, il est assez complexe, hein, mais les parties essentielles, c'est nom, prénom et la commune. S'il y a une pathologie, tant mieux, parce qu'il faut rentrer quand même par la porte d'entrée d'une pathologie. Après, les professionnels peuvent nous appeler, on peut la remplir ensemble. Alors, parfois, les professionnels préfèrent le faire en amont, mais ça peut être les professionnels, comme ça peut être les patients, mais souvent, les patients ou la famille des patients nous appellent. Je ne sais pas pour toi, Anthony, mais c'est un peu plutôt comme ça que ça se passe. C'est ça, on a plusieurs portes d'entrée. On a les patients qui vont appeler notre numéro fixe, qui vont tomber sur l'assistante de coordination qui va mener l'enquête avec la personne, ou sinon les partenaires qui la remplissent et qui la saisissent et qui nous l'envoient par mail ou adresse mail sécurisée aussi. Ça nous permet, nous, d'avoir déjà une enquête et une situation déjà un petit peu évaluée, et après on va la staffer en situation pour pouvoir orienter vers les ressources. On a également un médecin coordinateur qui permet d'avoir une sensibilité médicale également sur les situations. Après, on précise qu'il n'est pas prescripteur, mais il a quand même un regard, on va dire, médical sur la situation. Et il peut intervenir sur les visites à domicile quand c'est nécessaire. Exactement. Donc, du coup, vous avez les coordonnées du DAC Nord et du DAC Sud. Et du coup, on a chacun notre numéro, mais effectivement, c'est pas grave si vous vous trompez de numéro, on se réoriente entre collègues, il n'y a pas de souci. Et on va passer enfin aux spécificités donc, de Space. Alors, au niveau de Space, nous, Space porte 2 dispositifs, le DAC, dispositif d'appui à la coordination, et l'équipe mobile de soins palliatifs territoriale. Du coup, effectivement, il y a des particularités. Donc, cette équipe, elle fait exactement ce que fait le DAC, mais avec des particularités au niveau médical sur du soin palliatif où il y aurait une complexité, que ça soit médicale ou de douleur ou des signes réfractaires du patient. Donc, on élabore effectivement un plan personnalisé, pareil, hein, mais on a un lien avec le SAMU
On fait des fiches de liaison au SAMU avec l'histoire de la maladie, les traitements, le contexte familial, s'il y a des directives anticipées ou pas, enfin, en tout cas, le souhait du patient. Et le SAMU a, depuis octobre, accès à notre logiciel sur une partie, en tout cas, et nous, on est alertés quand ils interviennent. Ils ne sont pas obligés de mettre une transmission dans le dossier, mais en tout cas, quand ils ont ouvert le dossier, ça nous met une alerte dans notre fiche, logiciel métier, et ça nous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on est là aussi pour la participation à la prise des décisions éthiques sur l'arrêt des traitements, sur le confort du patient, souvent en établissement, en l'occurrence en EHPAD. La préconisation thérapeutique, nos médecins coordonnateurs sont 2 et ils sont là à l'aide à la prescription parce que parfois il n'y a presque plus de médecins sur certains secteurs. Donc des fois, ils aident à la prescription un médecin hospitalier, un médecin qui a pris juste une consultation comme ça. On a un appui aussi en équipe des soins primaires, des soins spécialisés des champs médico-social, en lien avec l'ensemble des établissements de santé. On fait beaucoup de liens entre la ville et l'hôpital, c'est un peu aussi notre rôle, comme le DAC au final, sauf que là, du coup, il y a la complexité de la fin de vie et de voir comment ça s'organise autour du patient. On fait une évaluation multidimensionnelle avec un PPCS comme au niveau du DAC, une conseil à l'organisation des aides à domicile. Alors parfois, il y a des fonds qu'on peut débloquer, parce que par rapport dans le soin palliatif, on peut débloquer certains fonds. La collaboration avec l'organisation des retours à domicile, parce que ça aussi, parfois, des patients qui sont hospitalisés et au final demandent une fin de vie au domicile. Et on travaille souvent en lien avec l'HAD aussi. Et soutien forcément aussi des accompagnants et des aidants, parce que dans des situations qui sont complexes. Donc voilà, l'équipe territoriale, elle est là, elle intervient vraiment dans une complexité ou une technicité, par exemple, s'ils font des pompes à morphine, des PCA, des tout ça, enfin si on a besoin de tout ça. En tout cas, on fait appel, le DAC peut faire appel à cette équipe territoriale, qui font des visites aussi à domicile avec un médecin coordonnateur également. Et on a une astreinte téléphonique faite mise pour ces patients-là, que ce soit pour les proches ou que ce soit pour le patient et la famille ou les partenaires. Super, merci. Voilà. C'est le même Et on va numéro sur la même équipe. C'est le même numéro, comme ça, il n'y a pas, on ne peut pas se tromper en fait. Après, on réoriente en fonction de la demande. Super. Et on va vous remercier pour cette présentation et on va vous passer la main donc, à Repop. Donc je vais arrêter le partage. Donc de toute façon, on va se présenter, Oui. le temps que je remette tout correctement. Donc moi, je suis Ève Desnoyers, je suis la directrice du Repop Île-de-France. Et donc on est vraiment ravis d'être là pour vous faire cette présentation. Et donc je vais laisser le relais à mes collègues, le temps de rétablir le plein écran. Alors moi, je suis Aude Da Silva, je suis coordinatrice territoriale spécifiquement pour le département de l'Essonne. Voilà, donc je travaille que pour ce département-là et je suis du coup à 60% pour le Repop. Donc je travaille les lundis, mardis et jeudis. Ton micro est éteint, Catherine. Je suis le docteur Catherine Terraz, je suis médecin coordinateur pour le Repop Île-de-France et je travaille aussi à l'hôpital Trousseau pour du soin dédié aux enfants en situation d'obésité sévère et complexe dans le service de nutrition gastro-entérologie pédiatrique. Et là, je pense que c'est revenu correctement. Tout à fait. Voilà. Donc on est parti. Alors, l'idée donc c'est de présenter le Repop Île-de-France à 3 voix. Donc à la fois moi, le docteur Catherine Terraz et également Aude Da Silva qui est coordinatrice sur le territoire du 91. Donc on va vous présenter dans les grandes lignes le Repop, puis la spécificité, enfin son implantation en tout cas sur votre département et aussi l'intérêt d'un parcours coordonné dans le cadre d'une obésité pédiatrique. Donc pour commencer, donc nous on est une association loi 1901, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on existe pour répondre à la mission suivante qui est de promouvoir une approche pluridisciplinaire et coordonnée de la prise en charge de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent en accompagnant à la fois les professionnels de santé et de l'enfance et aussi la famille. Donc pour opérer cette mission, on a toute cette équipe. Donc comme on est une association, on a un conseil d'administration qui est constitué de 11 membres. On va retrouver à la fois des médecins, des diététiciens, des psychologues, des hospitaliers aussi. Ce conseil d'administration est pluridisciplinaire au reflet de la prise en charge de l'obésité.
Donc sur l'équipe de salariés, en tout cas du REPOP, nous sommes une équipe de 13 personnes. Donc on va retrouver à la fois donc moi et Catherine Terraz, le docteur Terraz, à l'échelle de l'Île-de-France, et puis des coordinatrices par département, qui sont réparties par département. Et on a également des médecins détachés, des médecins REPOP, qui sont dans les services hospitaliers des CSO. Alors CSO, ça veut dire Centre spécialisé obésité, et il en existe 4 en Île-de-France. Pour vous montrer un petit peu l'étendue de nos activités, je vous ai mis ce petit schéma qui vous reporte en plus la présence des différentes coordinatrices sur les différents territoires. Et donc on voit bien que sur le 91, c'est donc Aude Da Silva, votre coordinatrice. Ces activités vont principalement être d'identifier l'ensemble des acteurs sur ce territoire-là, de participer aussi à leur formation, coordonner sur le territoire l'ensemble des acteurs et surtout orchestrer le parcours patient. Donc pour ça, les coordinateurs reçoivent les appels des familles, ils vont évaluer les situations et orienter vers les parcours les plus appropriés. Et on peut être également présent en relais pour un appui, une demande d'expertise. Donc quelques chiffres clés sur notre activité. Donc en 2023, c'est des chiffres de 2023, ceux de 2024 seront bientôt disponibles. Donc on avait 980 demandes de prise en charge et tout ça avait débouché à 752 inclusions. Donc c'est quelque chose qui est en hausse par rapport à l'année 2022 et on avait une file active de 2120 patients. Concernant la formation, je vous le disais tout à l'heure qu'on a aussi une action de formation. On est certifié Calliope et on est également ANDPC. Et on a formé 91 professionnels en 2023 et on espère encore plus en 2024 et en 2025. On fait aussi des actions d'information ou de sensibilisation comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ça nous a permis de toucher presque 500 professionnels de santé ou de l'enfance. Donc ça aussi, c'est assez intéressant de pouvoir avoir cet impact. On compte au sein de l'association 549 adhérents. Donc on va retrouver principalement des médecins et des diététiciens, et aussi des psychologues et d'autres professionnels, comme des psychomotriciens par exemple. On crée également des partenariats avec différentes structures. Donc ça peut être des CPTS, des MSP, des DAC ou des associations. Donc juste pour vous mettre un petit peu en lumière sur l'année 2023-2024, des petits succès qui avaient été mis en place, donc notamment un webinaire à destination des parents au moment de leur entrée dans le parcours, qui nous a permis en 2023 de toucher 144 familles. Donc c'est un format qui intéresse beaucoup les familles et qui permet aussi d'aborder la prise en charge de l'obésité et notamment aussi répondre à toutes les questions qu'ils peuvent avoir et les inquiétudes et aussi remettre en question certaines croyances ou idées reçues sur la pathologie. On a également développé, et c'est Aude Da Silva d'ailleurs qui a développé ça, des webinaires autour des écrans et de la sédentarité qui, pareil, sont à disposition des patients qui sont dans un parcours REPOP. On a également des ateliers d'éducation thérapeutique du patient à disposition. L'idée, c'est que les professionnels du territoire se saisissent de ces programmes qui sont déjà déposés et déjà existants pour les animer sur le territoire et les mettre à disposition de notre file active des patients REPOP. Et on a également des projets autour de la transition des ados vers les adultes en collaborant avec l'association Ronde. Je vais maintenant laisser la main à Aude pour vous présenter la spécificité du 91. Merci Eve. Alors pour la petite histoire, je suis du coup coordinatrice sur le département de l'Essonne depuis 2019. Et donc là, c'est la carte qui représente les adhérents sur ce territoire. Vous avez des couleurs différentes en fonction donc, des professions. Bleu pour les médecins, orange pour les diététiciens et vert pour les psychologues.
Je me suis arrêtée là puisqu'en effet, c'est les professionnels de santé qui interviennent directement dans le parcours de soins des enfants, donc le parcours de soins qui est défini et qu'on verra juste ensuite. Donc les autres professionnels de santé qui peuvent être adhérents ne figurent pas forcément sur cette carte, je pense notamment aux psychomotes. Mais de toute façon, je n'en ai pas sur le 91 de psychomotes, donc je suis ravie de votre présence, Mathilde. Et voilà, donc on voit quand même une nette scission qui ne fait que s'agrandir depuis 2019 entre le nord et le sud du département. Je vois ça. Ouais. Mon coup d'œil appuyé sur Élodie. C'est ça. Et effectivement, voilà, c'est une difficulté depuis de nombreuses, enfin depuis que je suis là, hein, recruter des médecins sur le sud du département est vraiment. Voilà. Recruter des médecins tout court, en fait, sur le sud Essonne, déjà. C'est ça le problème. Écoutez, j'étais présente, participante à votre présentation que vous aviez fait conjointement au mois de décembre, je crois, où vous présentiez des cas pratiques. Et effectivement, j'avais déjà entendu cette notion de territoire un peu désert sur le sud du département. C'est ça. Qui m'a un peu, alors conforté, oui et non, hein, parce que c'est jamais très rassurant, mais en tout cas, voilà, la dynamique est assez identique finalement. C'est pas spécifique à la pédiatrie, puisque je me posais aussi la question, est-ce que c'est spécifique à la tranche d'âge et a priori, voilà, c'est quand même quelque chose de. Moi, chez l'adulte, c'est pareil. Ouais, vous avez les mêmes, Malheureusement, les mêmes difficultés, ouais. même constat, effectivement. Et avec un nombre pour autant croissant d'inclusion, puisque donc sur les 91 précisément, il y a eu 75 inclusions en 2023 et 88 en 2024. Donc, malgré cette scission et des professionnels voilà, qui sont un peu moins nombreux d'année en année, les inclusions, elles, arrivent quand même à augmenter, c'est-à-dire que nos médecins, pour l'instant, arrivent à absorber les demandes. Mais c'est vrai que les patients du Sud doivent faire des kilomètres, hein, ils sont un peu conscients de ça et malheureusement habitués, mais ça les oblige vraiment à devoir faire de la route pour assurer les prises en charge de leurs enfants. Nos partenaires sur le territoire. Donc, on a, oui, petit dernier point sur les adhérents, on voit aussi qu'il y a très peu de points verts pour les psychologues. Et effectivement, voilà, il n'y a que 5 psychologues libéraux sur le territoire, ce qui est vraiment aussi assez peu à mon sens. Et c'est un de mes axes de recherche également pour étoffer l'offre de soins sur ce territoire. En revanche, on a des partenaires qui sont très investis et assez dynamiques, et des adhérents également. Ceux qui sont là sont vraiment dynamiques, notamment les maisons sport santé qui développent pas mal d'actions sur le territoire, notamment la maison sport santé qui se trouve sur Évry, l'Agora, qui propose des ateliers pour les enfants en surpoids, qui sont entièrement pris en charge par leur structure. Et on a un partenariat également avec une autre maison sport santé pour des ateliers d'activité physique qui se trouve du coup sur le nord du département à Athis-Mons. Enfin, c'est la maison sport santé de Savigny. Sur les autres dispositifs existants en termes d'obésité pédiatrique, il y a 4 structures référencées Mission Retrouve ton CAP, donc, qui est le dispositif de la CPAM pour les enfants de 3 à 12 ans. Et sur les 4 structures, la prochaine session de formation, les 4 seront également des structures qui proposeront le parcours REPOP. Pour le territoire, vous le savez, est entièrement découpé en CPTS, qui sont toutes plus ou moins actives. Et voilà, c'est certaines avec lesquelles, là encore, dans le Nord, on arrive à travailler régulièrement. Si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, les projets quand même de 2024 se sont axés vraiment sur le recrutement des nouveaux professionnels, d'où aussi ce webinaire aujourd'hui. Voilà, faire connaître un peu le REPOP et l'obésité pédiatrique et ce que nous, on peut apporter à ces professionnels et à ces familles. Il faut savoir aussi que dans notre prise en charge, on propose des ateliers d'éducation thérapeutique. Il y a eu 3 sessions sur le territoire en 2024. Donc, il y a des ateliers aussi bien parents-enfants pour les plus jeunes et puis des ateliers à destination des ados aussi sur l'obésité pédiatrique.
donc les fameux lieux de pratique d'activité physique adaptée et donc ces webinaires écrans dont on vous a parlé tout à l'heure, qui sont ouverts à toute l'Île-de-France, mais évidemment aussi aux familles du 91. Concernant les patients, donc on a constaté une augmentation des inclusions des patients, une augmentation également des consultations diététiques et psychologiques qui sont donc des prestations dérogatoires que l'ARS nous permet de financer. Donc 134 patients ont pu bénéficier de consultations diététiques et ou psychologiques en 2024 contre 92 en 2023. Donc voilà, un grand nombre de familles en plus. La répartition très inégale entre les consultations évidemment diététiques et psychologiques qui vient entre autres du fait de du manque de professionnels sur le territoire. Et puis également, à mon sens, des familles qui sont parfois déjà engagées dans des suivis psychologiques par ailleurs. Et comme on le disait tout à l'heure, parfois aussi la réticence de certaines familles à aller jusqu'à l'étape de la prise en charge psychologique. Donc c'est vrai que l'intermédiaire, ou en tout cas une prise en charge autre, peut parfois être intéressante. Vous avez pu le constater, donc les difficultés du territoire sont vraiment le recrutement sur le sud et le recrutement des psychologues. Voilà, donc c'est vraiment deux axes majeurs pour moi en 2025. Des projets en 2025 à l'échelle également d'Île-de-France, c'est de mettre en place des séances de body project. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces ateliers qui sont destinés alors plutôt aux adolescentes au départ, mais ça peut aussi être envisagé pour des adolescents à partir de 14-15 ans, autour de l'image corporelle. Voilà, donc c'est vraiment protocolisé et on espère pouvoir mettre ça en place. Et c'est une diététicienne du territoire, donc du 91, qui est formée récemment à cette animation qui est vraiment très encadrée et qui est actuellement reconnue comme étant assez intéressante dans la prévention, en tout cas, des troubles du comportement alimentaire. Et la mise en place aussi d'échanges de pratiques est un projet, donc ça c'est plutôt à l'échelle des professionnels, des échanges de pratiques auprès de tous nos adhérents, voilà, pour leur apporter aussi des temps de discussion entre eux et éventuellement un soutien dans leur pratique voilà, auprès des familles. Merci, Je pense Aude. que j'ai tout dit. Oui, je vais reprendre la main du coup pour la Ouais. suite. Donc, pour devenir adhérent, comme on le disait, il y a d'abord l'étape de la formation, parce que ça nous paraît primordial d'avoir une bonne connaissance concernant l'obésité pédiatrique afin de recevoir par la suite les patients. Donc, on a 4 sessions de formation prévues sur l'année 2025. Donc, dans le petit cartouche sur la droite, vous avez les prochaines dates et un QR code si vous souhaitez en savoir plus et vous inscrire. Donc, c'est à destination des professionnels de santé. C'est sur 2 jours, ça a lieu à Paris. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à la fois sur le dépistage, l'annonce, évaluer la situation et pouvoir développer une stratégie de prise en soin avec la coordination aussi que met à disposition le REPOP. Donc, une fois formé et après avoir adhéré à l'association, donc effectivement, on adresse des patients en consultation individuelle. Il y a également possibilité d'animer et de mettre en place des ateliers collectifs ou des ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Comme en parlait Aude, effectivement, la coordinatrice peut également organiser des échanges de pratiques sur le territoire, animer aussi des événements sur le territoire. Et on peut également aussi développer des partenariats, comme c'est le cas sur certaines maisons de santé pluridisciplinaires ou avec certaines CPTS, notamment sur le 91. Je vais maintenant laisser la main au docteur Terraz pour la partie médicale. Ok, donc l'offre du REPOP Île-de-France, elle se situe dans une offre plus générale de la prise en charge de l'obésité de l'enfant. On a parlé tout à l'heure de la prise en charge possible
dans le dispositif Mission Retrouve ton cap pour voilà, une cible différente d'enfants entre 3 ans et 12 ans, soit en simple surpoids ou en obésité non complexe. Donc nous, on grade un petit peu les prises en charge vers des obésités un petit peu plus sévères, soit sans complications ou peu compliquées. Et on oriente, on peut les prendre en charge, mais on a souvent besoin de les orienter dans un premier temps pour une évaluation plus poussée en centre spécialisé obésité, donc dans un des services de pédiatrie qui dépend d'un centre spécialisé obésité en Île-de-France. 4 CSO en Île-de-France et 4 services de pédiatrie qui peuvent euh, réaliser des évaluations d'expertise pour ces patients en situation d'obésité sévère et complexe. Et on voit que très souvent, ces patients migrent d'un niveau de prise en charge à l'autre. Et tout ça se fait en concertation avec l'ensemble des professionnels qui sont autour du patient et qui, eux, ne changent pas. Voilà, la suivante. Donc, un parcours commence par un coup de téléphone avec une coordinatrice qui évalue la situation et qui après donc soit oriente vers un niveau de recours différent du REPOP, soit prend en charge ce patient, enfin, il lui propose une prise en charge REPOP. Donc, le patient peut commencer un parcours REPOP par une première consultation médicale et puis éventuellement une prise en charge diététique et psychologique en renforcement du suivi médical qui va durer 2 ans. Les enfants, voilà, il n'y a pas de limite d'âge, on les prend jusqu'à 17 ans. Ce sont des patients d'Île-de-France, bien évidemment. Donc, la base du parcours, c'est ce suivi médical pendant 2 ans avec 2 consultations de bilan, 9 consultations de suivi. Et après, en fonction des besoins du patient, un renfort diète et psy avec un bilan et 7 consultations de suivi si besoin. En plus de ce cœur du parcours, bien sûr, il y a tous les ateliers collectifs et familiaux, que ce soit sous forme de TP ou d'ateliers collectifs qui sont proposés, et puis des orientations d'activités physiques adaptées qui peuvent se faire, soit pas sur des projets développés par le REPOP, soit sur des projets développés par des partenaires avec qui nous travaillons. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suivante. C'est un petit peu la typologie des patients qu'on inclut dans le parcours REPOP. Donc, vous voyez, entre 2014 et 2023, le profil des obésités qui rentrent dans les parcours REPOP. Donc, vous voyez un niveau d'obésité qui a plutôt tendance à s'aggraver, mais qui se stabilise sur les dernières années. Et puis, on va exploiter les données, voilà, on va essayer d'exploiter les données sur la longueur. Donc, ce dont on a l'impression en tout cas, et pour lesquels on a l'impression qu'en fait le niveau d'obésité augmente, c'est en réalité, donc, quand on regarde la prévalence de l'obésité, pas tant le cas, mais si on regarde l'évolution, la sévérité des obésités, oui, c'est le cas, et c'est peut-être ce qui rend la plus visible, ce qui la rend plus visible, et ce qui donne cette impression que le nombre de cas d'enfants en situation d'obésité augmente, ce qui globalement n'est pas le cas, ce qui est quelque chose de plutôt rassurant. Alors, la prise en charge d'un enfant se fait dans un contexte. Alors, après, bon, tout ce qui est la spécificité de la prise en charge REPOP, je vais aller très vite. C'est juste un petit teaser pour vous donner envie de venir à la formation. Madame Lamberton. Donc, voilà, on s'attarde, on ne va pas prendre en charge une situation d'obésité, on va prendre un enfant en situation d'obésité, et c'est un enfant singulier puisqu'il est dans un contexte singulier. Donc, d'accorder une prise en charge dans un contexte, c'est quelque chose de fondamental. Et puis savoir aussi, ce sera sur la diapositive suivante, que non seulement l'enfant est singulier, son entourage est singulier, mais sa prise en charge, elle va être singulière aussi, puisque cette prise en charge, elle va pouvoir se réaliser dans une alliance thérapeutique bien déterminée, avec un certain nombre de professionnels de soins, et elle va se réaliser en fonction des besoins du patient, de son tempo,
et de ses besoins en termes d'intensité de prise en soins qui peuvent être en ambulatoire, mais c'est un enfant aussi qui peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, osciller et aller moduler l'intensité de son parcours de soins en fonction de la sévérité de son soin, donc de l'ambulatoire vers l'hospitalier, vers des séjours éventuellement. Et donc tout ça, c'est comme une symphonie dans laquelle l'enfant est le soliste. La prise en charge de l'enfant en situation d'obésité va se faire aussi sur des connaissances physiologiques de cette maladie, physiopathologiques de cette maladie, dans lesquelles on se fait souvent un film. L'obésité est liée à des problèmes d'alimentation et des problèmes de sédentarité. En réalité, il va falloir inverser notre logiciel parce que la maladie de l'obésité de l'enfant, c'est une maladie chronique, multifactorielle, des centres cérébraux de la régulation du poids, dans laquelle les comportements d'hyperphagie, de choix alimentaire et de sédentarité sont une conséquence et pas une cause. Donc, c'est très important de partir, voilà, de casser un petit peu notre idée reçue sur l'obésité pédiatrique quand on prend en charge les enfants en situation d'obésité, de remettre les choses dans le bon ordre. Voilà pour la diapositive suivante. Donc, ces prises en charge de proximité, hein, elles reposent sur 3 piliers. Donc, cette posture de soin dans laquelle on a cassé les mythes. Sur le fait que les familles consentent aux soins, qu'on les embarque dans un parcours de soins très probablement dans la durée, dans laquelle non seulement l'enfant va être pris en charge, mais son environnement aussi. Et bien sûr, dans le respect du tempo du patient, c'est évident. Et puis, je pense qu'on a fini. Non, on a peut-être une dernière diapositive sur les piliers, les bras de la prise en charge. Donc, je vous ai dit, hein, les comportements alimentaires, les comportements de sédentarité sont des conséquences de ces anomalies neuro-endocrines. Ce sont néanmoins des points sur lesquels la prise en charge va essayer d'agir, avec l'augmentation de la dépense énergétique par l'activité physique, la diminution des ingestions avec une prise en charge diététique, mais pas seulement, puisque quand on regarde l'ensemble des déterminants de la prise alimentaire sur lesquels on va pouvoir travailler, eh bien, on a un certain nombre d'armes supplémentaires qui sont aujourd'hui, je pense que vous en avez entendu parler, des nouveaux médicaments, les analogues du GLP-1, et puis accompagner les patients dans tout ce qui est prise en charge liée à la récompense ou contrôle de la prise alimentaire, qui sont voilà, des points d'entrée, en tout cas, par lesquels on peut les orienter et les faire rentrer, les faire adhérer à une prise en charge psychologique dans le cadre des parcours REPOP. Donc, voilà à peu près les axes sur lesquels on peut travailler avec ces patients en consultation dans le cadre d'une prise en charge REPOP. Et puis, je pense qu'on a fini. Je vous remercie beaucoup. Et je vais devoir vous quitter. Voilà. Libérer Merci Catherine qui, effectivement, Merci. doit partir. Merci, Catherine. Merci à vous. Merci, docteur. Est-ce que vous savez s'il y a des études qui sont menées justement entre tout ce qui concerne l'obésité et les troubles neurodéveloppementaux qui sont notamment les troubles exécutifs? Parce que quand on voit votre petite carte du cerveau, on se dit tout de suite, tiens, je fais des liens avec mes patients là pour le coup. Oui, oui, oui. Alors, on sait très bien que tous les patients qui ont des troubles du neurodéveloppement sont plus prédisposés à développer un excès de poids et une obésité, soit dans le cadre d'une obésité qu'on appelle syndromique, soit simplement parce qu'il y a un trouble du neurodéveloppement annexe. Et dans ce trouble du neurodéveloppement, il y a des troubles du comportement, parmi lesquels il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire, des troubles voilà, du comportement alimentaire, une façon de s'alimenter un petit peu particulière. Notamment chez les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est bien connu. Alors, ce n'est pas parce que on est obèse qu'on a un trouble du neurodéveloppement, ce n'est pas parce qu'il y a un trouble du neurodéveloppement qu'on est obèse, hein. Les choses sont très, très impliquées les unes et les autres, mais on sait qu'il y a une prévalence accrue de l'obésité chez les patients qui ont soit une pathologie psychiatrique, soit un trouble du neurodéveloppement.
et il y a une façon particulière de les prendre en charge.